Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Eh bien, bonjour. Je me présente, Myriam Caron-Belzile. Je suis ravie de vous accueillir pour une causerie qui parle de la ville, mais pas tout à fait comme on en a parlé lors des récentes élections municipales, d'une manière peut-être plus personnelle, de l'expérience individuelle, du ressenti de la ville. On a 3 personnes autour de la table. D'abord, Sophie Thiébaut, ex-conseillère municipale du Sud-Ouest de Montréal pendant plus d'une décennie. Qui livre dans Combattre la gentrification, un témoignage sans détour sur les transformations urbaines et les outils, parfois invisibles, que les citoyens, citoyennes et les élus possèdent vraiment pour agir. Ensuite, on a François-William Croteau, ex-maire de Rosemont-la-Petite-Patrie et directeur de l'Institut de la résilience et de l'innovation urbaine, qui nous propose dans Nos villes au front une réflexion sur la gouvernance municipale face aux crises contemporaines, logement, climat, exclusion sociale, et qui nous offre des pistes pour redonner du pouvoir aux villes et à leurs parties prenantes. Et enfin, on a Jules Faulkner-Leroux, écrivain et facteur, qui nous fait entrer dans la rue des Vorts avec des personnages qui vivent dans les interstices de la ville. À travers ce roman, il soulève la question de l'itinérance, mais aussi, et c'est là l'essentiel, celle de l'appartenance et de ce qui nous lie à un lieu ou à une communauté. 3 regards, 3 approches, une seule question. Comment transformer la ville pour qu'elle redevienne un lieu d'appartenance et non d'exclusion, de réenchantement finalement, de lien? Comment lui redonner sa belle force? Peut-être la première question que je vais vous poser sur cette idée, c'est qu'est-ce que ça veut dire enchanter la ville pour vous ou réenchanter la ville pour vous respectivement? Bon. En fait, la question de base et par rapport à l'enchantement est très intéressant parce que fondamentalement, la ville est toujours composée de ses identités locales, ses appartenances locales. C'est simplement sa gouvernance qui s'en est éloignée, qui a fait ce détachement ou ce manque de sensibilité aux réalités locales. Donc, plus on est éloigné du contexte local, moins on est sensible aux réalités locales, ce qui, pour moi, le réenchantement, c'est de permettre, et c'est un peu ce que je disais dans mon livre, de permettre de recomprendre comment on doit, comme gouvernant, comme institution, se ramener à l'essentiel, c'est-à-dire la proximité, les gens qui, au quotidien, vivent la ville, les gens qui l'expérimentent au quotidien par toutes sortes de petits gestes, petites choses. Et le niveau de politique municipale que j'ai pratiqué pendant 12 ans a quelque chose d'extraordinaire, c'est que on est dans la vie des gens au quotidien, on les accompagne et chaque petit geste peut avoir une différence vraiment fondamentale. Et donc, plus le processus de décision s'éloigne de cette réalité, moins on vient vraiment représenter les besoins de ces communautés. Et donc, pour moi, c'est essentiel d'être en mesure de reconstruire fondamentalement le tissu d'une ville comme Montréal, qui est un tissu de 1000 villages. Ben, il faut aussi recomplexifier sa gouvernance, qui est habituellement un peu contradictoire à ce qu'on entend. Moi, je trouve que la complexité, c'est quelque chose de beau et c'est ce qui représente bien l'humain. Hein? Merci François. Belle entrée en matière. Est-ce qu'un de vous deux veut se lancer? Je peux glisser un mot à ce sujet-là. Moi, réenchantement ou enchantement, ça me fait penser à tout ce qui n'est pas purement fonctionnel dans une ville. Ça serait, puis je saute un peu sur, François a utilisé le mot tissu urbain, et il me semble que dans une ville, puis dans notre ville, il manque de ces espaces-là où les gens peuvent juste se rencontrer, qui ne sont pas des rues parfaitement perpendiculaires, mais des places où il y aurait place justement à des rencontres et à de l'amicitude. Non fonctionnel, comme espace. Oui, Oui, puis non fonctionnel, ben, ça me fait penser à art aussi, ça me fait penser à tout ce qui est art urbain. oui, oui. Merci. Est-ce que je suis assez proche du micro là? OK. Penche-le un peu. Je vais, répondre à la question en restant proche de mon livre là, parce que ça pourrait aller, je pourrais parler encore plus que juste mon livre. Donc le livre que j'ai écrit, c'est, relié à ce que j'ai vécu en tant que conseillère municipale, dans l'arrondissement du Sud-Ouest. C'est un livre sur la gentrification, donc je pense qu'il faut que je me définisse d'abord. Qu'est-ce que j'entends par gentrification? C'est,
sociologiquement, c'est quand dans un secteur donné qui était traditionnellement habité par des ménages, des quartiers plutôt populaires, et il y a un phénomène qui fait qu'il y a plus en plus de ménages plus fortunés qui arrivent progressivement et en nombre, et ça fait que ça a un impact sur la valeur foncière, la valeur des résidences, l'augmentation des taxes, l'augmentation des loyers, et au bout du compte, ces ménages qui étaient installés là depuis longtemps, ils se retrouvent obligés de partir. Qui partir, on ne sait pas où. Donc, le réenchantement de la ville, ça serait relié au droit d'avoir un toit. Donc, la question de la crise du logement à Montréal et au Québec actuellement, mais aussi de pouvoir rester sous son toit, c'est-à-dire de ne pas exploser des communautés qui existent ou existaient. Donc, il y a tout cet enjeu-là. Euh, donc, vous êtes impliquée en politique, Sophie, après avoir œuvré aussi dans le milieu communautaire. Vous êtes rapprochée du milieu communautaire avec ce sentiment que vous alliez vous rapprocher d'une possibilité d'action. Oui, tout à fait. Ben, l'action, elle est réelle, hein. Après, c'est la manière dont on peut l'utiliser ou pas. Donc, effectivement, ma perspective, elle est très sociale dans le sens où, de formation, à l'origine, je suis une organisatrice communautaire. Comme vous l'entendez, je suis immigrante, et j'ai été amenée à vivre et à travailler dans les quartiers de l'arrondissement du sud-ouest de Montréal. Donc, on pense à Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles, Petite-Bourgogne, parce qu'il y a beaucoup d'organismes communautaires qui œuvraient là. Et les hasards de la vie et voilà, la chance a fait que, en tout cas, le destin a fait que je me suis retrouvée candidate à une élection, et parce que j'avais eu une certaine implication sur le terrain, j'ai été élue avec un parti politique en 2009 où on était très nombreux, donc Projet Montréal. Et oui, définitivement, le municipal a des moyens de développer de l'habitation et de conserver, de protéger les logements locatifs existants. Mais là, c'est un gros sujet. Là, on va peut-être pas trop développer, mais fondamentalement, oui, les conseillers municipaux ont des moyens. Ils n'en ont pas suffisamment. Puis là, François pourrait beaucoup développer sur la question du financement des municipalités. Mais définitivement, oui, il y a des moyens. Après, moi, je fais partie dans ce parti politique-là, et à l'époque où j'étais en fonction, de ceux qui en auraient voulu encore plus. Jules, votre personnage principal, il n'est pas facteur comme vous, mais il marche sa ville beaucoup. Dans les premières pages du roman, de la novella, La rue des Vors, il se promène et il essaie de retrouver un peu du sens. On sent qu'il essaie de se raccrocher à du sens en prenant entre autres des photos de gens dans son quartier, dans d'autres quartiers. Il fait une espèce de tourisme social où il essaie de saisir par de la photographie de l'humanité, du vivant. L'observation de terrain pour se sentir appartenir, se sentir dans la ville, est-ce que c'est une base pour vous? Est-ce que ça se rattache un peu à votre quotidien, Ali? Mon narrateur, je pense que c'était quelqu'un qui était foncièrement perdu. Et que oui, il essayait de retrouver un peu de sens en reconnectant avec sa communauté. Il se sentait probablement détaché. Puis, ça me fait un peu penser à, pas plus tard que je pense avant-hier au travail. Je raconte une petite anecdote comme ça, là. Il y a un monsieur que je croise une fois de temps en temps sur ma route. Et là, il me demande, il me dit, vous savez, vous, pourquoi qu'on a besoin de vous, les facteurs? Et je me doutais que la réponse, c'était pas juste parce qu'on doit vous apporter du courrier. Alors, je réponds, pourquoi? Il me dit, parce que vous êtes les seules personnes à qui on peut dire bonjour. Vous êtes les seules personnes que je vois. Vous êtes les seules personnes avec qui je peux faire un brin de jasette. Donc, oui, aller à la rencontre des gens, puis là, je retombe sur ce que je disais tantôt, mais encore faut-il avoir des lieux pour qu'il y ait ces rencontres-là. François, est-ce qu'en politique municipale, on a assez de lieux pour humaniser, pour qu'il y ait cette rencontre-là, pour qu'on mette un visage sur nos élus, pour qu'il y ait ce bonjour-là qui ouvre la conversation sur les besoins, les espoirs? Il y en avait plus avant. Je dirais que dans les dernières années, je parlais d'expérience personnelle, là, mais c'est aussi un peu pour ça que j'ai quitté la politique municipale. C'est que la politique municipale est devenue très politique avec le temps. Le conseil de ville est devenu un parlement où
on a professionnalisé beaucoup la tâche de l'élu de proximité et tranquillement, ça a fait qu'on s'est éloigné de nos quartiers où le travail qu'on faisait de proximité était moins valorisé ou moins important. Et puis moi, c'est ce qui m'a toujours passionné, c'est de travailler sur les petits coins de rue, sur donner du sens aux gens qui habitent leur rue, d'une ruelle verte à un espace public, à une saillie de trottoir où on permet l'agriculture urbaine. Ces petites choses-là faisaient mon bonheur, moi, comme décideur public, de pouvoir permettre aux gens de s'approprier la ville, puis qui la modulent à leur couleur. Et peu importe où ils habitent, de ne pas travailler sur des politiques uniformisées juste pour faire de la politique. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a perdu un peu de cette essence en politique municipale. Ce sont devenus des partis très professionnels où le rôle des élus de proximité des arrondissements a été beaucoup dilué avec le temps par un besoin de tout contrôler. Mm. Et c'est de ça que je parle aussi dans mon livre. C'est humain de vouloir contrôler, de vouloir être sûr que tout va comme nous on veut, mais c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est une pluralité de gens qui ont des opinions différentes, qui habitent des quartiers différents et pour des raisons souvent volontaires, ils sont ancrés à un endroit. Et si on veut simplement uniformiser nos politiques publiques, ben on perd de cet enchantement de notre ville. Et ça, moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a une réflexion profonde à avoir sur nos modes de gouvernance, sur la simplification qu'on fait aussi de la politique. C'est-à-dire que même, puis moi, je suis chroniqueur dans Le Devoir, puis je le vois beaucoup dans les médias, mais on aime ça quand c'est simple, avoir une personne responsable de tout. Comme ça, c'est plus facile à critiquer. Mm. Quand il y a trop d'élus, entre guillemets, bien là, ça devient complexe de savoir qui fait quoi. Mais je le rappelle depuis tantôt, mais la complexité, c'est beau. C'est ce qui fait la beauté de l'humanité puis de nos villes. C'est quand il y a cette pluralité. Puis si on a une façon de voir la ville qui est trop simpliste, ben on s'éloigne de l'essentiel. Donc, de ramener un peu de bordel dans tout ça, un peu Ouais, d'agitation humaine, c'est ce qui ben, aiderait peut-être à lutter contre ce que vous appelez l'agilité. ouais, agilité. C'est ce qui lutterait peut-être contre ce que vous appelez le cynisme rampant de l'époque à l'égard de la démocratie. J'ai vraiment écrit ça. Oui. Oui. C'est qu'il y a un double cynisme. En fait, il y a un cynisme de la population face à des gens qui semblent détachés de leur réalité et de ce qu'ils font. Puis de l'autre côté, il y a un cynisme politique du manque d'outils qu'on a pour agir. Et Sophie en parlait. euh, il y a l'espoir de vouloir changer la vie des gens quand on arrive en politique municipale en se disant « je vais changer le monde ». Et quand on constate le manque de levier, de pouvoir, de financement qu'on a, on a le choix de soit un peu lâcher prise, c'est se dire ben, je vais m'accrocher sur peut-être 3 éléments sur lesquels je vais travailler fort pour au moins transformer une partie de ce que j'espère transformer, soit ben, être désabusé puis simplement se Appliquer mettre la sur le recette. pilote automatique pour appliquer la recette, ou, comme plusieurs élus ont fait dans les 4 dernières années, abandonner et quitter. Et ça, ben, c'est pas simple pour la démocratie. Et c'est pour ça que je parle d'un double cynisme, c'est qu'il y a ce cynisme de ceux qui ont essayé, qui ont été désabusés, qui ont quitté, puis il y a une partie de la population, une grande partie qui... Et là, comment on reconnaît? Ben, c'est peut-être de ramener l'essence même du rôle de l'élu, Ouais. la politique, à savoir, la politique, la démocratie, c'est une démocratie représentative. On oublie qu'on représente des gens qui nous ont donné le pouvoir de prendre les décisions pour eux, puis souvent, ben, cette connexion, elle est difficile à remettre en place. Alors donc... Sinon, l'absurde nous guette. Vous en parlez à un moment donné. C'est un exemple qui m'a frappé, Sophie, dans votre livre, quand vous parlez des mesures qui avaient été promises pour plus de logement social dans le Sud-Ouest, qui finalement se sont heurtées à des statistiques parce qu'il y en avait assez par rapport à d'autres arrondissements en pourcentage. Est-ce que vous pouvez parler un peu de Ouais, ben, c'est sûr qu'il y a peut-être une part de naïveté au départ. En tout cas, je suis complètement d'accord avec François quand il dit que au début, si tu te présentes, tu es nouvellement élu, t'en veux, tu penses qu'il s'agit juste d'avoir la volonté pour appliquer des solutions. Tout est toujours plus compliqué quand tu te retrouves à essayer de finaliser des choses. Après, il y a tristement aussi des enjeux
d'humain, là, d'hommerie à l'interne aussi, qui fait que même si on est tous d'accord qu'on veut arriver à cette solution-là, à ce résultat-là, parce qu'il y a des personnes qui vont souhaiter que ça soit eux qui le fassent et pas toi. Enfin, tu sais, puis ça, c'est pas comme pas possible parce qu'il n'y a pas juste une personne qui va pouvoir arriver à la réalisation finale. Donc, ça complique les choses. Et puis, il y a l'aspect, excusez-moi, pouvez-vous revenir sur, Les pourcentages de logements Oui, suffisants. c'est ça. C'est que, en fait, on se présente sur un territoire donné, donc tu prends des engagements par rapport aux besoins qui sont exprimés par la population à cet endroit-là. Mais quand tu te retrouves, par exemple, au niveau du financement, quand tu veux faire des acquisitions de terrain, tout ce qui a rapport avec l'habitation, déjà, c'est une responsabilité selon les moyens financiers que te donne le provincial, eux-mêmes selon l'enveloppe qu'ils ont du fédéral. Mais après, c'est des décisions qui se prennent sur l'ensemble de la ville. Donc toi, tu as tes besoins. Là, moi, je suis le Sud-Ouest, mais là, il y a les autres de ton parti politique. Quand tu es dans l'opposition, à la limite, c'est facile, mais quand on se retrouve en situation de pouvoir et puis que tes collègues représentent aussi d'autres besoins qu'il faut réussir à s'entendre, ben voilà. Puis le point de vue des fonctionnaires là-dessus, puis effectivement, mais il faut reconnaître que le Sud-Ouest est un secteur assez particulier dans le sens où il y avait beaucoup et il y a encore beaucoup de terrains vacants. Dans Rosemont, là, tu sais, ben, quoique, en tout cas, le plateau est très est tout déjà construit, là, alors que dans le Sud-Ouest, il y avait encore du potentiel de construction. Et il se trouve que, donc, parce que c'était, donc les quartiers du Sud-Ouest, Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri, Petite-Bourgogne, de par leur histoire, c'est des quartiers qui sont anciens, il y a un milieu communautaire très fort, parce qu'il y avait des besoins importants, donc des citoyens qui se sont pris en main très tôt, qui ont obtenu, des financements et du soutien des institutions publiques à différents moments donnés. Donc, il y a effectivement, beaucoup. Il y a du logement social et communautaire dans les quartiers du Sud-Ouest. Si tu compares ce secteur-là avec d'autres, c'est sûr qu'il y en a plus dans le Sud-Ouest. Mais le fait du développement immobilier, et c'est ce que je tente de démontrer dans le livre, c'est que tout le développement des nouvelles unités crée une pression sur le sol qui fait que les loyers augmentent beaucoup plus rapidement. Regardez, là, j'aurais dû commencer par ça. Là, moi, je suis pas spécialiste de l'habitation. Là, je témoigne de ce que j'ai vécu sur le terrain. Mais ce que je démontre, c'est que l'augmentation du nombre d'unités crée une pression sur les logements existants au départ. Et que autant les quartiers du Sud-Ouest étaient initialement le berceau des habitations coopératives et du logement social, que là, on se retrouve dans un secteur où on va se retrouver avec le plus d'unités de luxe. C'est comme complètement débalancé. Et ça crée toute ce déplacement de population. C'est pas, c'est ce que je dénonce là. Ouais. Donc c'est difficile de comparer avec d'autres secteurs et effectivement, donc c'est beaucoup plus compliqué une fois rendu au pouvoir d'arriver à obtenir les résultats des engagements que tu as pris. Mais il faut rester cohérent. Moi, c'est pour ça que j'ai quitté aussi là. C'est parce que je peux pas me faire, en plus, issue du milieu communautaire, je peux pas tenir un discours pour que les gens aient confiance dans mon discours, arriver à me présenter avec un parti politique qui dit oui, on va tenir ces engagements-là, puis au bout du compte, on le fait pas, ça n'a pas d'allure. Tu sais, c'est comme, en tout cas, moi, je peux pas continuer dans ces conditions-là, là. Puis le discours a changé, puis ça fait partie des insights qui peuvent intéresser les lecteurs parce que j'essaye aussi d'être franche sur la manière dont on dit des choses quand on est en campagne électorale, puis on les fait autrement une fois rendu au pouvoir. Et en ce qui me concerne, je pouvais pas embarquer là-dedans. Ouais, ben, l'incohérence, c'est quelque chose qui est source de beaucoup de souffrance, là, de sentir qu'on n'est pas en adéquation, que ce soit en politique ou dans notre rôle dans la société individuellement. Je reviens vers Jules avec l'idée que le personnage principal, est-ce qu'il est nommé? Il me semble pas qu'il y a de nom dans le Papa. C'est papa, oui. Bon, appelons le papa. J'avais nommé l'avocat dénoyauté dans mes questions parce qu'il se fragmente un peu. Mais lui, donc, se sent punk, c'est ce qu'il annonce au début. Il ne se sent pas en adéquation avec sa vie, son travail. On ne lui connaît pas de vie de quartier, de proximité autour de sa maison. Et on sent qu'il va aller chercher une cohérence ailleurs et dire, ben, j'ai besoin que le monde autour de moi et que même moi-même ressemble davantage à comment je me sens. Et il va faire une chute, non, croquer dans quelque chose, perdre une dent, décider de ne pas la remplacer. Il a besoin de cette cohérence-là. Et il y a une souffrance qui trouve une réponse dans trouver plus de cohérence. Je sais pas si il va vraiment trouver une cohérence dans cette espèce de débandade qu'il va subir, mais définitivement, il va avoir, oui, peut-être une adéquation envers lui-même. Euh,
en même temps, je crois que c'est un personnage qui, au final, est déçu de la personne qu'il est devenu. Et il est avocat dans une grande firme et il a des choux, il a une maison, il a une famille, puis pourtant, il se sent pas comblé. Mhm. Et c'est ça qu'il va essayer de remplir en allant à la rencontre des autres. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il choisit une solitude en s'isolant, mais en fait, on va lui connaître beaucoup plus de liens sociaux à partir du moment où il va se retrouver à la rue. À un moment donné, il va être dans un crack house avec d'autres personnes avec des dépendances. Et il va y avoir l'entre-toi aussi. Il y a plusieurs réseaux de soutien qui sont nommés au fil de la nouvelle. De la novella, pardon. C'était quoi la volonté peut-être de montrer ces réseaux-là alternatifs? Ben, c'est parce que je veux pas juste broyer du noir. Je veux dire, il y a déjà, je suis sûr, il y a plein de ressources, c'est ça, je pense que j'en nomme une vingtaine ou une trentaine à la fin de l'ouvrage. Ouais. Ces ressources sont existantes, elles sont là, elles offrent du soutien. Bien sûr, elles manquent toutes de financement, Ouais. mais je voulais quand même montrer qu'il existe en partie ce tissu-là. Et, et, et surtout, comme j'aborde des sujets qui sont délicats et sensibles, je voulais aussi donner des outils Mhm. au cas où un lecteur se retrouve pris avec les enjeux que je soulève dans la novella. Ouais, ben, c'est généreux et c'est apprécié. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'organismes communautaires qui méritent d'être mieux connus, des plus petits aux plus grands. François, vous dites que les meilleures solutions émergent souvent de la base, soutenues par l'expérience des citoyens et citoyennes. Dans sa novella, Sans vente de punch, il y a un personnage qui va passer par la rue et ensuite s'impliquer dans le communautaire et dans la résilience. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez que le municipal peut aider à mieux soutenir? Ben oui, mais il ne le fait pas suffisamment. L'expérience qu'on a vécue, puis Sophie, on était dans le même parti, donc on était juste dans 2 endroits différents de Montréal, mais j'ai toujours misé sur la capacité des citoyens de se réapproprier l'espace public et de transformer eux-mêmes leur milieu de vie. Je crois fondamentalement à une intelligence collective qui est beaucoup plus forte que ce que la ville elle-même peut apporter. J'expliquais souvent aux gens, aux fonctionnaires de la ville qui ont l'impression que la ville leur appartient, ce qui est complètement faux. Ils sont simplement là pour s'assurer d'entretenir le bien public, mais dans le bien public, il y a public, ça appartient à tout le monde. Et pour moi, je disais toujours à ces personnes, pouvez-vous imaginer que dans un quadrilatère, il y a 100 fois plus d'expertise qu'à la ville? Si on permet à ces gens de se mettre ensemble, se mobiliser et de réfléchir sur leurs besoins réels, parce que lorsqu'on sort de chez nous, devant notre porte, on comprend ce qui est notre besoin avec nos voisins. Mais cette intelligence collective mise ensemble, quand on lui permet, cette intelligence, de pouvoir se mobiliser et réaliser des choses, peut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement qu'une administration publique et même, je dirais plus, de souvent surpasser certaines résistances au changement parce que c'est intrinsèque au milieu, parce que les voisins se connaissent, parce qu'ils sont solidaires entre eux et ils sont capables d'avoir un niveau de discussion qu'on, souvent, entre politiciens et citoyens, on ne peut pas avoir pour toutes sortes de raisons qui sont souvent de la méfiance ou tout autre élément. Et moi, souvent, mais je disais à mes collègues, laissez les gens faire eux-mêmes les choses, puis on n'est pas obligé d'aller se faire prendre en photo pour essayer de s'approprier la réalisation des citoyens. C'est leur réalisation. Laissez-leur être fiers de ce qu'ils ont accompli, puis on se fera réélire un jour, mais pour l'instant, c'est pas ça l'important. Et moi, je crois que ça, c'est uniquement possible au niveau politique municipal. Mais encore faut-il en prendre conscience et être capable de lâcher prise sur le pouvoir et essayer d'accepter qu'on peut pas que tout ne peut pas émaner de nous parce qu'on est élu. On est des représentants de cette collectivité-là. Il ne faut pas l'oublier. On n'est pas désincarné. C'est pour ça que le niveau provincial, fédéral ne m'a jamais intéressé au point de vue politique. Une politique publique qu'on met en place au fédéral, en près de 12 ans, on n'aura jamais idée de si elle a vraiment fonctionné. Au municipal, on vote un changement, mais le lendemain, on voit le résultat. Et ça, ben, il n'y a rien qui peut changer ça. C'est extraordinaire. Le politique peut aussi aider à amplifier les solutions qui ont émané du terrain, offrir des réponses, proposer
des solutions qui multiplient l'effet. Vous en parlez un peu, Sophie, de à quel point dans le Sud-Ouest, dans les années 80-90, les gens s'étaient organisés eux-mêmes, avaient créé leur propre réseau, leurs propres espaces, des cliniques de l'éducation populaire, sans attendre personne, sans attendre des politiques. Et ça, c'était vivant, c'est vivant. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut délibérément stimuler, cette reprise de pouvoir-là, si on sent qu'on est en train de le perdre? Est-ce que le politique peut aider à donner l'électrochoc qui peut redémarrer ça ou ça vient du ferment naturel ou pas du tout? Ben, c'est sûr qu'il y a aussi d'autres services qui vont être publics et qui vont être bienvenus là, mais je répondrai comme François que puis ça faisait partie des choses qu'on faisait, dans le Sud-Ouest là, de soutenir l'implication et les initiatives citoyennes. Mais après, en tout cas, en ce qui concerne, l'habitation, ben, quoique, il y a encore des exemples très récents là où, il y a une nouvelle, OBNL là qui s'est créée pour, pouvoir produire, plus d'unités de logement et qui est soutenue par la ville. Donc, oui, bien sûr, le politique, au niveau municipal, peut continuer à soutenir et Même sans baguette magique, on peut ajouter un peu d'enchantement dans tout ça, on peut donner un c'est peu ça, mais de mais c'est sûr qu'il faut croire dans les citoyens au départ là, Ouais. il faut avoir cette, Croire dans le citoyen. perspective-là. Ouais. Il y a une transmission aussi qui se fait entre de transmission de génération dans l'implication communautaire, dans le militantisme, euh, qui peut participer aussi peut-être à un leg des acquis, des batailles, des luttes qui ont été menées. Oui, bien sûr. Bah, c'est sûr que là, vous êtes dans l'enchantant. Moi, je suis négative encore. Je m'excuse là. C'est parce que vous décrivez très bien ce que je décris effectivement de toutes ces initiatives qui ont été gagnées parce que des citoyens ont répondu d'abord eux-mêmes aux besoins et après ont trouvé du soutien de la part des institutions publiques. Mais donc, dans le cadre de la gentrification, quand j'étais en fonction, j'en ai entendu là aussi des personnes, donc des ménages mieux nantis qui expliquaient qu'ils avaient choisi de venir habiter dans tel quartier parce qu'il y avait toutes ces infrastructures, tous ces équipements. Mm. Alors c'est très préoccupant là, je trouve, parce que si la gentrification, c'est un rouleau compresseur là, à un moment donné là, tu peux plus rester habiter dans ton quartier, c'est hors de prix par rapport à ta capacité de payer. Donc ça veut dire que tu as mis de l'énergie, tu t'es battu, pendant des années, peut-être effectivement tes parents avant, pour produire certains services, publics dans le sens communautaire, offerts à tous. Puis là, tu te retrouves à devoir quitter ton quartier, aller t'installer ailleurs où il y en a pas des services. Puis ça va être les personnes, mieux nanties, les gentrificateurs qui se retrouvent à pouvoir bénéficier de ces, installations-là. C'est comme très préoccupant là, parce que je trouve ça comme puis j'en ai plusieurs là, des exemples très récents là, puis des gens très bien là, évidemment. Je veux dire, on s'entend là, quel que soit tout le monde est bienvenu dans le Sud-Ouest, dans le sens où il y a des espaces, c'est bien, le fait de construire de l'habitation, c'est pas un mal, là, on s'entend. Ce que je trouve préoccupant, c'est quand les services publics, la ville ne met pas en place les moyens nécessaires pour conserver un maximum de personnes en amont. Puis d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais tu sais, c'est tout ce qui va être d'investir en amont avant le développement. En tout cas, c'est pas... Oui, et peut-être de soutenir les gens qui essayent de faire des choses à leur mesure, à leur échelle, d'être présent aussi quand il y a des crises. Jules, dans la rue des Var, il y a un squat qui, à un moment donné, va être vidé par les forces policières. C'est une réalité qui est criante, l'itinérance puis les tentatives de se loger, des gens dans des contextes où le logement ne leur est pas accessible. Euh, Pourquoi avoir voulu parler de cette réalité-là, des squats et de la pression qui est mise? C'est l'endroit où les gens doivent se cacher lorsqu'ils n'ont pas de lieu pour s'échapper, Mm. je- c'est un endroit aussi qui me fascine d'une certaine façon, qui est pas à la portée de la plupart des gens et qui pourtant, je trouve ça triste qu'on doive se cacher lorsqu'on on aurait besoin d'aide finalement. Après ça, j'écoute Sophie parler, puis de gentrification, puis au départ, tu me posais une question, Myriam, puis je parlais j'ai utilisé le mot de mixtitude. Ouais. Ben, c'est peut-être ça qui manque. C'est peut-être
je sais pas, toi Sophie, tu as l'air à dire que les gens de différentes strates sociales ne devraient peut-être pas cohabiter ou J'ai pas parce que moi, je m'en allais complètement dans l'autre sens dans ma pensée, c'est-à-dire que je trouverais ça bien que tous les gens peuvent se côtoyer, peut-être même sous un même toit. Puis là, je vais peut-être me faire taper sur les doigts par François ou je sais pas quoi, mais je sais que pendant un certain temps, il était question de, je pense que c'est Valérie Plante qui voulait faire des projets où dans une même habitation, une même bâtisse, tu avais des gens de toutes sortes de milieux. Je trouvais ça fantastique. Finalement, ça a vraiment planté, ça n'a pas fonctionné. Le 20-20-20. Le 20-20-20, c'est ça. Mais je parle de ça justement pour qu'éventuellement, il y ait moins besoin il y ait moins d'endroits où les gens aient besoin de se cacher, finalement. Mhm. J'ai besoin de vous inviter, Sophie, à poursuivre sur le 20-20-20 et son échec et les réserves Ouais. les réserves foncières. Ben, je vais commencer par répondre à Jules d'abord là. J'ai pas dit qu'il fallait pas que les gens de différents revenus ne puissent pas vivre ensemble. Ce que je dis, c'est que le développement immobilier a un impact sur la valeur du sol et que les mesures mises en place jusqu'à présent, et pour l'instant, Projet Montréal, c'était les meilleures, mais c'était pas suffisant. Et le 20-20-20, c'était pas suffisant. Ce qu'on appelle l'inclusion de quelques unités de logement subventionnés dans des gros projets de condos, c'est pas suffisant non plus. Puis ça, c'est à cause de notre système de taxation. C'est à cause dans un secteur donné, et le Sud-Ouest, c'est vraiment, en plus, dans les 12 années où j'ai été en fonction, en fait, c'est pour ça que c'est intéressant, en fait, là, c'est que ce dont j'essaye de vous témoigner dans ce livre, ce que j'ai pu observer, c'est un moment incroyable, en fait, de transformation de ce secteur-là de Montréal. C'est donc relié à la hausse des valeurs foncières, et ça, c'est relié au financement des municipalités au Québec. Puis c'est un peu ma conclusion dans le livre, puis en tout cas, ma conclusion pour toutes vous autres, s'il vous plaît. Donc, depuis le municipal, je travaille pour une association qui travaille pour la justice fiscale, entre autres, qui s'appelle Attaque Québec, et on a collaboré avec Montréal pour tous, qui est une autre association de citoyens qui travaille à l'échelle de la ville de Montréal, à comprendre notre système de taxation. Nous autres contribuables montréalais, comment ça se fait qu'on se retrouve avec des hausses de taxes de cette manière-là? Donc, il y a différentes pistes de solutions et on reste en contact. Parce que les villes, et puis c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, en fait, j'ai adoré me retrouver, lire les livres de Jules et François, parce que les conséquences de la gentrification, là, ça peut être la rue, là. À un moment donné, on en est vraiment rendu là. Donc, la sensibilité du livre de Jules m'a beaucoup touchée par rapport à ça. Et dans le livre de François, donc moi, j'étais conseillère d'arrondissement, j'étais très locale. François était maire, il a été au comité exécutif, puis il a tout, au niveau universitaire, il a tout un bagage pour nous expliquer dans son livre, entre autres, le financement des villes. Il faut qu'on milite tous, guys, girls, pour modifier, pour obtenir une réforme du financement des villes, parce que les villes sont pris avec un système de financement qui est relié au gouvernement provincial. Et comme on a des élections provinciales l'année prochaine, il y aurait peut-être une opportunité éventuellement à ce qu'on puisse être plus nombreux à faire ce genre de représentation, d'autant plus que l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, organise un forum au printemps prochain sur ces enjeux-là. Puis il y a ce qu'on appelle la vague municipale dont François pourrait parler. Il fait partie de ces élus qui ont travaillé donc avec d'autres élus de d'autres villes au Québec sur le besoin important de réformer le mode de financement des villes pour qu'elles soient moins dépendantes du développement immobilier. Et dans ce que je développe dans ce livre, il y a tout l'intérêt financier pour la ville de Montréal, pour l'arrondissement du Sud-Ouest, de travailler en partenariat d'affaires avec le développement immobilier. Donc, c'est pas tant, c'est plus de décortiquer et de comprendre comment ça fonctionne, tout ce système économique qui a un intérêt financier pour la ville. Il faut bien qu'on paye le déneigement, puis toutes sortes. En tout cas, je parle trop là, mais c'est sûr que les villes ont des besoins énormes. Oui. François vous le dit, en tant que gouvernement de proximité, quand on se retrouve avec des vagues de chaleur, qu'il faut planter plein d'arbres, c'est tout ce qui a rapport avec les changements climatiques. C'est des responsabilités supplémentaires qui sont échues aux villes, alors qu'elles n'ont pas les moyens de pouvoir. L'itinérance, c'était pas du tout une responsabilité municipale. Bref, François et Jules en parlent très bien dans leur livre, et Ça donc croise. il faut s'impliquer. on se reparle avec Ouais. Montréal pour tous et Attaque Québec. Mais je suis Ce qu'on contente peut que- faire l'année prochaine pour travailler à réformer le mode de financement des villes.
Mais je suis contente qu'on parle de résilience climatique parce que ça fait aussi partie des nouvelles priorités des villes, mais aussi du réenchantement parce que beaucoup des solutions qui sont avancées pour mitiger les conséquences inévitables désormais des bouleversements climatiques sont aussi des occasions de créer des espaces de rencontre, de sociabilisation, des espaces informels et de repenser l'urbanisme des espaces pour déminéraliser. Bon. Mais est-ce que la ville a tout ce qu'il faut pour faire ça, pour choisir les bons endroits et pour le financer? Et on pourrait écrire un autre livre avec ça. En fait, revenons à la base. Fondamentalement, les villes n'ont pas été créées pour gérer les complexités des crises que l'on vit aujourd'hui. Le régime municipal québécois a été créé pour donner aux villes uniquement la gestion des services dits de proximité, c'est-à-dire collecter les matières résiduelles. À la base, c'était les déchets, il n'y avait pas de recyclage, pas de compost, il a fallu s'adapter, entretenir les parcs, les rues, offrir des espaces de loisirs, de culture, etc. Mais tout le reste n'est pas dans le giron municipal. Mhm. Ce qui veut dire que, bon an, mal an, les villes ont dû occuper des terrains qui ne le sont pas légalement et financièrement octroyés. Ce qui veut dire qu'on occupe tranquillement des champs de compétences qui ne relèvent pas des villes et pour lesquels on ne reçoit pas d'argent. Et quand vient le moment, donc, d'être capable de créer des choses, d'avoir les moyens de réaliser, ben c'est là qu'on navigue avec le moyen du bord, puis on essaie de trouver des solutions qui puissent nous permettre d'y parvenir. Mais on arrive à un moment où on ne peut plus faire semblant que le régime municipal et le régime fiscal municipal tient toujours la route dans le contexte d'une multitude de crises qu'on a gérées. La complexité est énorme. Oui, l'itinérance, on en parle, c'est une compétence provinciale, ce n'est pas une compétence municipale, mais c'est beaucoup plus complexe que simplement dire ça parce qu'il y a plusieurs niveaux de problématiques qui mènent à la rue qui ne sont pas uniquement la santé mentale, par exemple, qui ne sont pas uniquement le logement. Et comment on fait pour permettre à une municipalité de vraiment agir dans le milieu qui lui est dévolu? Bien, c'est là qu'il faut qu'on ait une vraie discussion, pas uniquement sur non, non, c'est mon pouvoir, non, je ne te donne pas plus d'argent. Est-ce qu'on peut s'asseoir et vraiment réfléchir à la problématique? Et encore une fois, lâcher prise sur le contrôle du pouvoir qu'on veut maintenir. C'est la même chose pour l'habitation. La ville n'a le pouvoir que d'émettre des permis de construction et peut-être faire des réserves foncières. Le financement auprès des promoteurs et autres, bien, ça relève de Québec et d'Ottawa qui se chicanent sans arrêt sur l'argent qui sera octroyé. Et ce qui est une particularité, et j'en parle beaucoup dans mon livre, encore plus insidieuse pour le Québec, c'est qu'on est le seul endroit au Canada où le gouvernement fédéral ne peut pas directement injecter de l'argent pour certains besoins, ne serait-ce qu'en infrastructure routière, de transport collectif ou même d'habitation. Tout doit passer par Québec parce que c'est un champ de compétences québécois, donc provincial. Les villes sont les créatures de Québec. Et au Québec, c'est fondamentalement incarné dans la philosophie politique. Vous êtes nos créatures et nous savons ce qui est bien pour vous. Et ça, pour moi, c'est toujours une rage parce que les villes sont les premières à savoir ce qui est bon pour elles. On n'a pas besoin de Papa François à Québec pour nous dire ce qu'on a de besoin. Et ça, il faut à un moment donné lâcher prise et permettre aux villes de pouvoir agir pour leur collectivité. Ça va vouloir dire leur donner une capacité de financement concrète qui est plus que la taxation foncière, l'impôt sur le revenu est octroyé dans plein de municipalités aux États-Unis, en France. C'est pas normal qu'on ne puisse pas décider de construire une école dans un quartier lorsqu'on prévoit l'aménagement d'un quartier. Juste vous expliquer comment ça fonctionne. Le gouvernement du Québec n'octroie pas l'autorisation d'une école dans un quartier, même si on met une réserve foncière pour une école, parce qu'elle va autoriser l'école uniquement quand les codes postaux vont exister. Un projet, ça va prendre 10 ans à construire. Quand les enfants vont habiter, bien, ils vont être déjà au secondaire quand l'école primaire va arriver. C'est une aberration. En France, ce sont les villes qui sont responsables de l'infrastructure scolaire, pas le programme, on n'en a pas besoin. Québec peut s'en occuper, mais l'école fait partie d'un milieu et l'école devrait être planifiée par les villes. Et ça, il y en a une liste infinie de pourquoi les villes n'ont pas les capacités d'aider leur population de répondre à ses besoins d'habitation.
parce qu'elles n'ont pas les leviers de le faire et Québec ne veut pas leur donner, surtout pas. Et ça, c'est un problème qu'on doit mettre sur la table. Le régime municipal québécois est dans un cul-de-sac et tant que Québec va se mettre dans la tête que ce sont juste des créatures, ben on va tourner en rond. C'est les citoyens qui vont payer pour. Merci. Merci pour ce Je suis en Valais. Yes. Et bravo. Et Japanese. Mais alors, quelqu'un qui écoute, qui pense, OK, mais moi, je suis pas élu, je suis pas activiste, comment il peut réagir à ça en votant, déjà, j'imagine, à tous les paliers. De ce que je comprends, au provincial, ça a un impact, comment on vote sur ce qui va arriver au municipal aussi, finalement. Qu'est-ce que vous espérez faire entendre aux gens qui ont cette sensibilité-là à vouloir une ville différente, peut-être plus ouverte, peut-être plus inclusive, peut-être plus tournée vers l'avenir, plus proche des citoyens? Qu'est-ce que vous les invitez à faire? Donc, Sophie, je sais que vous invitiez à aller voir, entre autres, aller écouter le service de gestion et de planification des immeubles et la commission des finances. Oui, effectivement. Mais c'est ça, parce que là, vous venez de dire, sans être Oui, activiste, je ouais. sais pas quel terme, mais bon, déjà, continuer à s'informer, là, je pense que on le vit tous, là, en tant que contribuable, là, l'augmentation de nos taxes, puis les préoccupations qu'on peut avoir éventuellement à pouvoir rester dans son quartier ou pas. Donc, continuer à s'informer, déjà, nous lire. Donc, il y a des associations qui existent aussi, là. Donc, Montréal pour tous, par exemple, c'est des citoyens qui sont toujours présents, là, au moment de la commission des finances. Donc, s'intéresser à notre système. C'est sûr qu'on peut aller, comme François le dit, c'est le fait que les villes, on est excusez-moi, je suis plus conseillère municipale. Donc, les villes, c'est facile d'accès. Vous pouvez aller à votre conseil d'arrondissement pour poser des questions à vos représentants politiques. Vous pouvez aussi aller au conseil de ville. Ça a un peu plus d'efforts, là. Puis c'est un petit peu plus complexe, mais ils sont rejoignables, ces personnes-là. Puis il y a effectivement un certain nombre de commissions. Et au moment avant le vote du budget, on peut assister, on peut aller voir les élus qui siègent sur la commission des finances, puis les discussions qu'ils ont, les choix qu'ils font. C'est sûr que c'est pas très sexy, là, mais on a tous la capacité de s'informer et de discuter avec d'autres citoyens, et notamment les associations qui existent déjà, pour mieux comprendre comment ça fonctionne, là, ces questions de financement-là. Puis, c'est sûr que actuellement, là, je parle des élections de provinciales parce que c'est l'année prochaine, donc je vois une opportunité, mais le financement des villes, ça fait pas partie des préoccupations dont on parle au Québec ces temps-ci. Donc, l'UMQ, là, dont je vous parlais tantôt, l'Union des municipalités du Québec, c'est ouvert à tous les citoyens aussi de pouvoir participer à ce sommet sur la fiscalité municipale au printemps prochain. Donc là, il s'agit de déposer un mémoire, j'imagine, d'aller faire ces représentations. Je ne connais pas exactement comment, mais ça va faire partie, en tant qu'Attaque Québec et en tant que Montréal pour tous, des opportunités qu'on va offrir aux citoyens, citoyennes de Montréal et d'ailleurs, de pouvoir participer à tout ça. Donc, puis après, militant, activiste, on le devient tranquillement, là. C'est nos intérêts, veut pas. Donc, Merci. Jules, il est question aussi dans la rue des Vorts de bénévolat, de main tendue à travers les grands frères, grandes sœurs de Montréal, d'être là simplement pour une autre personne, peut-être. Est-ce que déjà ça participe à ce... C'est un organisme que j'admire beaucoup et dans lequel j'aimerais éventuellement m'impliquer. OK. J'ai 4 jeunes enfants, donc pour l'instant, je suis pris dans une espèce de magma familial assez prenant. Mais oui, dans mon livre, j'ai écrit le vrai numéro de cet organisme-là. Je ne sais pas si c'est ma fibre parentale particulièrement sensible, mais j'espère éventuellement avoir assez de temps pour participer à cet organisme-là. J'ai eu des bons parents, j'ai été chanceux, mais je ne prends pas pour acquis que c'est le cas de tout le monde. Et puis, c'est pour ça que j'ai voulu insérer ce petit billet dans mon livre. Invitation à réfléchir à où on peut être utile. Des organismes bénévoles que vous aimez particulièrement, qui vous sont chers peut-être, François, qui participent à faire une différence. Il y en a qui tellement, affectent. honnêtement. Là, puis on en parlait avant la conférence. Ouais. Tu sais, une ville comme Montréal, c'est pas une ville, c'est plein de Ouais. petits villages où il y a plein d'organisations qui travaillent auprès des gens.
que ce soit les banques alimentaires. Tu sais, il y a pas juste Moisson Montréal, il y a plein de petits organismes qui travaillent au quotidien avec des cuisines collectives et compagnie. Euh, Dans Rosemont-la-Petite-Patrie, il y en avait 300 organismes communautaires qui travaillaient. Puis ces gens-là, c'est des gens qui ont le cœur sur la main, qui travaillent encore avec moins d'argent Mmh. et sans appui des gens municipaux, ils ne puissent pas y arriver. Je dirais qu'en ce moment, moi, je m'implique, mais force est d'admettre, à cause de mon fils qui joue au hockey, donc les autres entraîneurs, les autres parents ont tout de suite dit: «Ah, ben, tu devrais être coach, toi, parce que tu as déjà été mère.» Je me suis retrouvé entraîneur, mais je découvre aussi dans l'accompagnement des jeunes quelque chose que je n'avais pas, moi, cette espèce de simplement accompagner des jeunes à les développer. Et je me rends compte que c'est quelque chose qu'on parle peu souvent, de l'importance des organismes de sport et de loisirs, souvent, qui ont aussi un rôle d'aider les jeunes à des jeunes qui peuvent avoir parfois certains problèmes. On le voit, on voit même les différences de classe dans une équipe de hockey. Comment les enfants arrivent habillés ou non avec leur équipement, lesquels ont un équipement trop petit parce que les parents n'ont pas. Et là, ça fend le cœur de voir ça. Et là, tu te rends compte que nous, comme bénévoles, ben, on a un travail pour effacer ça, Mmh. pour que tout le monde se sente inclus. Donc, j'ai pas, en ce moment, je vous dirais, oui, le club de hockey de Pourquoi Rosemont de pas? Patrie, mais Oui, c'est juste pour donner l'image que dans chacun des quartiers de Montréal, on peut trouver. d'autres villes, partout au Québec, ces organismes sont tenus euh, à bout de bras par des gens qui n'ont absolument pas les moyens de le faire, mais qui sont essentiels à la vitalité puis à la qualité de vie des personnes, surtout celles et ceux qui n'ont pas les moyens quotidiennement d'y arriver toutes seules, qui se battent au quotidien pour survivre, pour ne pas arriver dans la rue. Bien, si on n'a pas ces organismes communautaires qui sont bien enracinés, qui sont là, ben, il n'existe pas cette solidarité collective qu'on a dans nos quartiers. Et ça, c'est essentiel. Il faut trouver les moyens de les accompagner, de les maintenir. Est-ce qu'il y a des implications de ce type-là qui vous diriez qui vous aident à repousser la fatigue de la roue qui tourne, la fatigue du système? Est-ce que des rencontres que vous faites dans ces contextes-là de bénévolat, d'implication militante qui repoussent la frontière du «Ah, ça change pas»? Ben, moi, ça me fait du bien, en tout Ouais. cas. Honnêtement, il n'y a plus rien qui compte. J'oublie mon malheur quotidien quand je suis avec simplement quelque chose qui, pour moi, est le don. Ouais. Et je peux comprendre les gens qui font ça toute une vie parce que c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir juste être là pour aider les personnes. Et c'est se sortir de. Tu sais, on a fait la politique, tu vois des gens au quotidien qui sont dans la difficulté, puis des fois, on est pris juste dans le négatif. Ouais. Tu as du bien d'être dans le positif, puis de juste. Oui, sans nier la réalité du rouleau compresseur, de la Ça. gentrification, elle existe, elle n'a pas disparu parce qu'on a agi pour une famille, pour 2 familles, mais elle est peut-être un petit peu allégée sur nos épaules. Est-ce qu'il y a des moments, plus doux comme ça? Oui, c'est sûr. Bah, je pense que c'est d'être dans le collectif aussi. C'est-à-dire que, bon, puis en ce moment-là, à l'approche des fêtes, puis avec l'hiver, le nombre de personnes en situation d'itinérance à Montréal, il y en a beaucoup des initiatives qui nous sont proposées. En tout cas, moi, j'en reçois. Il y en a beaucoup là, des gens qui font des choses et dans lesquelles on pourrait s'impliquer. Et moi, ça me fait du bien aussi parce que je me dis que bah, ça pourrait être moi là. Je me vois pas encore dans la rue là, mais tu sais, je veux dire, la vie, c'est difficile, puis de sentir que le collectif peut avoir une telle force. Moi, c'est sûr que je suis une personne de collectif, je suis une organisatrice communautaire. Puis là, je suis juste en train de vous dire qu'on devrait aller réformer le financement des villes au provincial, comme c'était. En tout cas, tu sais, je crois dans le pouvoir du collectif Ouais. fondamentalement, mais je pense que quand on participe à des initiatives de solidarité, on ressent la solidarité pour nous aussi, le pouvoir qu'on a quand on fait des choses collectivement. Et ça fait du bien, juste ça alors. Mais sinon, moi, je chante et ça fait du bien aussi. De chanter ensemble là, je veux dire, pour vrai là, ça fait, mais c'est autre Ça chose. ça unit la force. Oui, vas-y, Jules. Et j'habite Montréal-Nord. Ouais. Et il y a quelques années de cela, la ville a installé une énorme pièce d'art qui est une grande roue
qui représentent en fait des structures d'autobus pour mettre de l'avant le transport en commun. Et ça avait coûté un montant faramineux, quelque chose comme plus d'1 million de dollars. Puis ça avait créé beaucoup de débats à Montréal-Nord parce que on aurait pu aider tellement de gens et d'organismes avec ces sommes-là. Le titre du panel, c'est Réenchanter l'espace urbain. Et moi-même, je ne savais pas quoi penser. Puis encore à ce jour, je ne sais pas si tu me demandes, on met-tu 1 million de dollars sur 10 organismes ou on fait une grande roue? Puis je promenais mon petit enfant qui avait 1 an et demi dans sa poussette. Puis les premiers mots qu'il a dit, c'est rendre roue, rendre roue. Wow. C'est ça, réenchanter l'espace Mhm. urbain. Mm. Puis on parlait de, tu sais, au tout début, je te disais, des trucs non fonctionnels dans une ville. Tout ce qui a rapport au domaine de l'art en général, c'est ça, réenchanter l'espace urbain. Ouais. Ah, merci. Merci pour cette note-là, Jules. Effectivement, l'art dans la ville, les artistes aussi dans la ville. On est en ce moment au Salon du livre de Montréal qui crée des ponts, qui permet aux gens de rencontrer des autoristes, qui permet peut-être d'aspirer à jouer un rôle actif dans un milieu créatif. Est-ce que la ville peut faire plus pour ouvrir des horizons aux gens, pour soutenir des espoirs de vivre parmi l'art, entouré d'art, que ce soit la présence d'art ou de vivre de son art? Est-ce que ça fait partie de vos préoccupations? Le rapport à l'art pour les citoyens dans tous les quartiers? La ville peut toujours en faire plus. Mais tu sais, puis moi, ce qui me fatigue, c'est qu'on est toujours en opposition de quelque chose avec quelque chose. Il y a toujours un choix à faire, tu sais. On a parlé de la grande roue, puis c'est comme si chaque besoin s'opposait à un autre besoin, puis c'est ça qui est déchirant aussi. Euh, mais l'art, ce n'est pas uniquement des œuvres d'art public, hein. C'est parfois des murales sur un mur aveugle qui permet d'y arriver. C'est de permettre à des gens de faire des jardins sur l'espace public. Ça aussi, c'est de la création, c'est de la beauté. La beauté, c'est pas juste une œuvre artistique, mais c'est aussi euh, l'œuvre d'un humain qui fait quelque chose pour son quartier. Et ça, ben, chaque jour, il y a des gens qui le font. Puis ça, la ville peut le faire et ça coûte pas cher. Hmm. De permettre aux gens de juste embellir la ville par eux-mêmes. Euh, les bibliothèques, les croque-livres que les gens ont commencé à installer parfois dans des ruelles pour échanger des livres. Toutes ces petites initiatives qui donnent du sens à une communauté et un enchantement, mais c'est essentiel. Mon enfant qui part dans la ruelle puis qui va voir dans la petite bibliothèque collective s'il y a un livre pour lui, ben, il y a un lien qui se fait après ça quand on arrive au Salon du livre. Donc, ces petites choses-là sont possibles et elles se font. Souvent, ben, on ne s'en rend pas compte parce que c'est des petits gestes qui viennent une habitude parce qu'on les voit, parce qu'on les côtoie, mais c'est ce qui fait que notre ville, elle est plus belle. On sort d'une campagne électorale où j'avais l'impression que la ville était horrible. On en avait juste. Puis je n'ai pas la même vision de ces personnes-là. Moi, Montréal, je la trouve belle même dans ses laideurs, parce que ça représente les gens qui la font vivre. Et ces petits gestes de gazon qui poussent un peu tout croche avec des gens qui ont planté des tomates au coin de la rue ou autre, c'est peut-être pas parfait, mais c'est la beauté de la nature qui donne la beauté à la ville puis qui met de l'humanité dans notre ville. Parce que ça, c'est un lieu impromptu de gens qui vont se croiser puis qui vont vouloir discuter de ce que la personne vient de réaliser puis lui dire ben, merci d'avoir fait ça parce que quand je marche vers l'école le matin, bien, ça fait que la route vers l'école, elle est plus belle puis elle est plus enchanteresse et que mon enfant, ben, il voit ce qui se passe. Ça ne coûte pas des millions de faire ça. Hein? C'est un geste d'un humain qu'on peut juste lui dire tu as le droit de planter. Faciliter, C'est ça. ne pas empêcher. Exactement. Et ça, ben, on vit dans une collectivité où on est habitué que l'État prenne en charge toute notre vie. On est dans un modèle où on est habitué qu'à l'époque, on a mis l'Église dehors pour le remplacer par le gouvernement pour nous dire comment vivre notre vie. Bien, il faudrait peut-être commencer à penser autrement, à se dire, bien, on ne pourrait pas, nous aussi, prendre en main tout ce qui nous appartient, l'espace public, que ce soit vraiment un espace public et que collectivement, on réenchante nos quartiers juste par des petits gestes individuels pour le bien de la collectivité. C'est très inspirant. Franchement, ça ressemble à un mot de la fin. C'était
un beau message. François, merci beaucoup. Est-ce que Jules, Sophie, vous avez quelque chose que vous souhaiteriez ajouter pour conclure cette table ronde sur le thème de réenchanter la Peut-être vie? juste une dernière chose. J'ai habité pendant 6-7 mois en Italie, à Rome. Puis là-bas, j'ai découvert quelque chose de fantastique. À tous les soirs, il y a quelque chose qui s'appelle la passeggiata. Les gens ils sortent, ils marchent et tout le monde se dirige vers ces grandes places publiques. Euh, et là, les gens se parlent, se rencontrent, se croisent, se disent bonjour. Quand je suis revenu à Montréal après ce séjour-là, je trouvais ça tellement difficile parce Mmh. que il manque de lieux comme ça. Je veux dire, on peut les compter sur les doigts d'une main à Montréal. T'as peut-être la place Valois, je sais pas, la place Jacques-Cartier, il y en a quelques, la place des Arts, puis c'est tout. Euh, Donc, occuper nos rues, vivre nos Occuper nos vies. J'avais le fantasme que j'ai pas fait, mais parce qu'en ville, c'est étrange. On est des millions, personne connaît ses voisins, personne se parle. Puis j'avais le fantasme, à un moment donné, quand j'habitais le Myland, de juste une nuit, fermer un coin de rue, installer une petite fontaine au milieu, mettre des bancs de parc, puis de voir qu'est-ce qui allait se passer avec ça. Bon, on n'est pas dans le croque-livre, mais c'était peut-être un petit peu exagéré comme sentiment, mais voilà. Sophie. Bah, moi, je les vois, ces lieux-là, dans mon secteur de la ville. Donc, je pense que Jules, quand tes enfants seront un peu plus grands, tu pourrais peut-être te présenter à la mairie de Montréal-Nord. Tu as l'air d'avoir des bonnes idées. En tout cas, tu as une belle sensibilité dans ton livre. Bah, peut-être pour conclure, moi, merci beaucoup pour cette causerie-là. Puis par rapport au livre que j'ai écrit, donc mes préoccupations reliées au secteur de la ville que je connais, je me suis sentie très reliée au livre de Jules dans ce qu'il nous décrit avec ce que pourraient être les conséquences donc, de la gentrification, d'aller jusqu'à l'itinérance, et très reliée au livre de François. Mais ça, j'en doutais pas, là, parce qu'on se connaissait déjà un petit peu avant. Mais c'est parce qu'en fait, François, il développe dans son livre le type de solution qui est la conclusion de mon livre à moi. Donc, je trouve ça très cohérent d'avoir mis ces 3 livres-là ensemble. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si toi, Myriam, tu étais là-dedans, mais bon, les personnes qui ont pensé à ça, c'était Oui, vraiment je suis bien d'accord. Donc, parti. on vous invite à les lire en trio. Et on vous retrouve tous les 3 à vos kiosques respectifs pour retrouver les livres et pour poursuivre l'échange. Donc, Jules Faulkner-Leroux, auteur de La Rue des Vorts aux éditions de l'Interligne, merci beaucoup. On vous retrouve au kiosque du REFC, pas très loin du Motel Acadie. Sophie Thiébaut, autrice de Combattre la gentrification, témoignage d'une ex-conseillère municipale chez M Éditeur. Merci beaucoup. Vous serez en dédicace au kiosque. Votre numéro de kiosque, le connaissez-vous? 129. 929. Merci. Et finalement, François-William Croteau, auteur de Nos villes au front, repenser la gouvernance locale pour faire face aux crises, publié par Atelier 10. Merci beaucoup. On vous attend à la table de dédicace de votre éditeur. Juste là. C'est juste là, juste à côté. Merci.